Bonjour, bienvenue à iTeach. Donc, me revoilà, Jasby Ardin, pour une nouvelle vidéo d'Economics O-Level. Donc, j'espère que vous avez bien travaillé dans votre papier 2 et que vous avez le maximum de points. Maintenant, on va le focus un peu sur le papier 1 qui est Multiple Choice. Donc, c'est ça qui nous prête dans sa vidéo là aujourd'hui. Le papier 1, différents Multiple Choice qui a été sorti dans le papier d'Economics O-Level. Nous venons maintenant à nos premières questions. The diagram shows different conditions of demand and supply for a product. In which diagram would market price? Donc, comme je te dis, bien comprendre la question. Donc, quand on trouve ici, il y a des market price, souligner market price. Could ça market price pour remain unchanged si jamais consumers income peut tomber? Donc, comment nous connaissons consumer income? C'est un facteur qui affecte demand. Si jamais consumer income peut increase, donc demand peut increase. Si consumer income peut decrease, donc demand peut decrease. Donc, nous regardons dans quel diagramme est-ce que le market price peut remain unchanged. Donc, comment tu connais le market price? C'est la cote demand et supply peut meet. Donc, comment tu peux trouver ici? Ça, c'est le market price dans le diagramme N. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans ce diagramme-là? Nous pouvons trouver que demand est fixé. C'est-à-dire qu'il n'est pas slope from left to right. C'est-à-dire que c'est pas ça la réponse. Deuxième, partie B, ici, c'est le supply qui est fixe. Donc, demand et supply permis que le market price était, c'est ici. Donc, si consumer income peut tomber, veut dire aussi que demand peut baisser. Veut dire, therefore, shifting the demand curve to the left, from D to D dash. Donc, maintenant, le fait qu'il demande une baissée, nous pouvons gagner un nouveau équilibrium, comment on peut capable de trouver ici, c'est-à-dire market price, ensemble, ligne baissée. Est-ce que il remain unchanged? Non. Donc, ce n'est pas B la réponse. Diagramme C, nous market price, lit, encore une fois, que demand et supply permit. Donc, si consumer income in tombe, veut dire que le demand curve lit pour shifter to the left, from D to D dash. Que nous original market price c'était ici, mettons 15. Qui nous peut trouver que ça, est-ce que le new market price était maintenant ligne baissée, mettons qu'il est 10. Est-ce que ligne remain unchanged? Non. Regarde dans nous diagramme D. Dans le diagramme D, comment tu peux trouver ici? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Toujours, nous trouvons nos demand curve ici. Ici, c'est nos supply. Donc, nous market price lit here. A shift of the demand curve to the left from D to D dash, il peut créer un market price qui est toujours sur la même ligne. Veut dire que si avant c'était 15, il est toujours sur la ligne 15 du prix. Donc, la réponse, c'est D. Nous regardons maintenant notre deuxième question. Many people are lifelong devoted fans of Los Angeles Lakers basketball team in the United States. The team stadium can seat 19 000 spectateurs. Donc, rappelle-moi, tu peux dire dans le contenu de demand et supply que quand supply est fixe, c'est par exemple que nous avons dans un stadium ou bien dans la salle cinéma, que nous avons un fixe montant de sièges. Un tickets are always sold out. On vous dit, what does this suggest about the price elasticity of demand and the price elasticity of supply of tickets to watch the Lakers play? Donc, nous avons d'abord vu qu'il y a un hint, leur limited supply. Veut dire que supply quand il est fixe. Comment nous avons même si le prix peut augmenter, ben, nous n'avons pas pour augmenter le supply. OK? Qui veut dire que le price elasticity of supply will be what? Elastic or inelastic? Donc, si nous get dans la colonne de price elasticity of supply, nous trouvons que c'est perfectly elastic, perfectly inelastic, perfectly elastic, perfectly inelastic. Donc, nous choisissons carré B. Est-ce que ce sera perfectly elastic ou perfectly inelastic? Si prix peut augmenter, est-ce que
ben, c'est qui en charge du stadium, je peux capable de supply more. Non. Donc, qui veut dire it will be perfectly inelastic. Nous avons le choix entre B et D. Maintenant, demand li. Qu'est-ce qui va se passer à demand? Will demand be, ici, nous trouvons highly elastic et highly inelastic. Mais nous avons le choix entre B et D. Will demand be highly inelastic ou bien highly elastic? Qui veut dire ici, donc vu que ben là, je suis tellement fan, j'étais extra content à l'équipe là, veut dire que même si le prix peut augmenter, est-ce que ça va créer un grand changement dans demand? Non. Veut dire que ce sera highly inelastic. La réponse, c'est D. Donc, j'espère que tu peux comprendre un peu comment tu es capable de retrouver toi parmi tes bonnes options. Comment tu connais, moi, tu disais dans une vidéo avant que quand on peut faire multiple choice, tout le temps, pour bien sûr, deux réponses qui n'ont aucun sens ou bien pas en relation avec la question. Pour dès qui peut rester, que je peux un peu pareil, que c'est un trick ça. Ok? Donc, tu es capable d'arriver à faire la différence entre les deux options qui sont presque similaires, que bien sûr, c'est là-dedans qui est la bonne réponse. Nous allons maintenant nous troisième question. Nous troisième question peut dire nous, what will be the most likely effect of a fall in interest rates on saving and borrowing? Donc, comment tu connais interest rate qui est applicable à both savings and borrowing veut dire que si tu peux mettre l'argent à la banque, tu peux gagner l'intérêt, ok, parce que tu casses dans la banque. Et borrowing aussi, quand tu peux prendre un emprunt avec la banque, veut dire qu'il ben, peut charge toi interest rate. Donc, si il y a un fall in interest rate, qu'est-ce qui va se passer? Côté savings, si le pourcentage de return que la banque vous donne toi, le fait que l'argent existe, il peut tomber. Est-ce que du monde peut plus s'encourager pour aller gagner de l'argent à la banque ou pas? Donc, moi pensée, non, du monde peut décourager, donc savings will decrease. Veut dire, ma option, c'est entre A et B. Maintenant, concernant borrowing, si taux d'intérêt, quand on peut prendre un emprunt avec la banque, il peut baisser. Qui veut dire que, à la fin, le montant qu'il m'a besoin de payer lit beaucoup moins si taux d'intérêt là, il est high. Veut dire que ben, du monde je peux plus encourager pour aller prendre un emprunt avec la banque parce que le taux d'intérêt est bas. Donc, borrowing will increase or decrease? Bien évidemment, borrowing will increase. Donc, la réponse c'est B. Je vais maintenant à une prochaine question. A merchant travels abroad for a few days to buy samples of low-value goods from a range of manufacturers. Which property of money, donc property ici ça veut dire quoi? Veut dire quel genre de fonction of money would be least, donc comment je vais trouver les mettre list en bold. Et il y a une raison qui fait, c'est juste pour rappeler les autres que qui est rodé c'est list là, hein? Ok, donc à chaque fois que moi me dit, vous êtes un coup de la question, hein? Ok, vous connaissez, tant chose de pas faire erreur. Necessary for this to take place smoothly. Veut dire laquelle de bonne fonction de money est pour moins nécessaire dans sa cas que sa merchant là, comment on dit, travels abroad, ok? Donc, quand un merchant peut travels abroad, quelle fonction de money qui est bizarre, qui est nécessaire ici? Bien sûr que the money should be acceptable, veut dire parce qu'il n'est pas capable de prendre un roupie mauricien, il y a l'autre côté, dans un autre pays, ok? Ben, on n'a pas accepté un roupie là-bas, je peux accepter the currency. Donc, ça c'est très important, veut dire que la monnaie là est bien acceptable. Donc, est-ce que c'est list ici? Non, c'est most necessary. Deuxième, the money should be divisibility. Est-ce que c'est list nécessaire ça? Non, parce qu'il est acheté le value goods. Ça veut dire que peut-être il faut besoin d'un échange, etc. Donc ça aussi, c'est un most necessary property of money dans ce cas-là. Troisième, durability. Est-ce que forcément il faut most necessary ici? Non, parce qu'il est aller pour y aller dépense l'argent. Il n'est pas là-bas pour qu'il y ait God ça, il est là-bas pour les dépenses.
Nous avons troisième, portability. Nous connaissons ça aussi, c'est bien important parce qu'il faut qu'il est capable de sortir l'argent là de ce pays pour y aller dans l'autre pays. Donc, c'est très important. Donc, ici, la réponse, c'est quoi? Which property of money is least necessary? Donc, bien sûr, c'est durability. Parce que, comme on dit, bien évidemment, il peut aller là-bas pour y rester goods. Donc, il n'est pas pour rester. Nous avons maintenant, prochaine question. The diagram shows percentage of employment in different sectors dans deux différents pays. Donc, nous avons ici Country X. Qu'est-ce qui se passe dans Country X? Dans le primary sector, nous trouvons un gros montant. On veut dire, par exemple, 50% de ce ban travailleurs sont employés dans le primary sector. Dans le secondary sector, c'est à peu près 35% de bonnes personnes qui se trouvent dans Country X sont employés dans secondary sector. Et dans le secteur services, c'est-à-dire tertiary sector, nous avons juste à peu près, par exemple, 18% qui emploient dans le tertiary sector. Dans Country Y, qu'est-ce qu'on peut voir? Dans le primary sector, nous avons combien de pourcentage qui est employé dans le primary? Nous avons 10% qui est employé dans le primary sector. Et dans le secondary, nous avons 20%. Et comment nous pouvons trouver, plus beaucoup se trouve dans le tertiary sector, c'est-à-dire 70% sont employés dans le tertiary sector dans Country X. Nous, question qui peut dire nous, which statement is correct when comparing Country X and Country Y? Nous, première réponse, Country X produces more primary output than Country Y. Donc, il y aura beaucoup d'étudiants qui vous tendent pour mettre sa réponse là, qui faire, parce qu'ils se trouvent primary, ici, je dis primary plus beaucoup dans Country X qui Country Y, veut dire que je peux produire plus beaucoup de primary output. Non. Ce diagramme-là, il peut montrer nous juste percentage employé, il peut montrer nous le nombre d'output qui est produit dans, que ce soit Country X ou dans Country Y. Donc, ce n'est pas la réponse. Country X employs more workers in secondary industry than Country Y. OK, la ligne cause, employ. Donc là, je vais basement sur le diagramme. Donc, Country X employ more in secondary industry than Country Y. Donc, ça, il est capable d'être un potential answer. Donc, ça, c'est nous mettons un astérix. Country Y produces more secondary output than Country X. Donc, pareil, comme on me dit, ce diagramme-là, il peut montrer nous employment, percentage of employment. Il peut montrer nous qui quantité output qui chaque pays peut produire. OK? Donc, nous avons dernier. Country Y is more developed than Country X. Donc, ça peut être une réponse potentielle. Qui fait? Parce que comment nous pouvons trouver la plupart de bandes du monde qui employed dans le Country X se trouve dans le primary sector et ici c'est dans le tertiary sector. Nous connaissons que une caractéristique de band developed countries c'est quoi? C'est que band du monde normalement dans band developed countries de plus côté services que côté primary, ok? Tandis que dans least developing countries ou bien ban developing countries, qu'est-ce qui se passe? Ban est plutôt employed dans le primary sector. Donc, entre réponse B et D, la réponse c'est D. Nous avons une prochaine question. The diagram represents total cost curves for 4 firms in the short run. Which firm has only fixed cost? Donc, là, nous pouvons faire une petite révision lors ban cost. Nous connaissons que total cost, c'est variable cost plus fixed cost. Et que fixed cost sur un diagramme, qu'est-ce qui se passe? It will be a straight line. Qui fait parce que fixed cost n'est pas varié avec le nombre d'outputs qui sont produits comparé à variable cost. Si nous regardons ce diagramme-là, nous trouvons que le fixed cost, c'est tout ça. Veut dire que, mettons que le fixed cost c'est 30, veut dire que même si la compagnie n'a pas pu produire aucun output, il peut payer $30. Et le total cost, lui, tout le temps, il peut prendre à partir du fixed cost, si jamais il y a les variable cost, qui fait parce que, comment on dit, le total cost, c'est variable cost plus fixed cost,
veut dire que il pourrait inclure, même si la compagnie n'a pas fait produire aucun output, il peut inclure sa $30 qui est de fixed cost. C'est pour ça qu'il prend à partir du point du fixed cost. Dans le diagramme C, qui nous peut trouver le total cost, c'est un fixed line. Donc, C, c'est la réponse. Pourquoi? Parce que, comment on dit, it has only fixed cost. Veut dire qu'il n'y paye aucun variable cost. Parce que s'il y tient un variable cost, le total cost, tu peux du genre comme ça, pareil comme A. Ici, il y a 10 fixed cost, c'est-à-dire total cost est égal à fixed cost. Et comment on dit, le fixed cost, en théorie, c'est un straight line parce que peu importe le niveau d'output that will be produced, it is assumed que total cost, il pourrait être pareil. Donc ici, la réponse c'est C, que s'affirme c'est là, il y en a 10 fixed cost. Notre dernière question, an entrepreneur started a small business making candles. In the first month, il produit 1000 candles. The costs were raw materials, packaging, insurance, depreciation, rent. Bien bon. What were the average variable cost for the month? Donc, comment on dit, variable cost, il varie avec le niveau d'output. Maintenant, est-ce que c'est variable cost qui me demande moi? Non, il me demande moi le average. Donc, comment te connais pour average, qui nous pouvons bien faire? Donc, nous prenons variable cost, nous divise par le nombre d'output. Veut dire qu'il nous peut calculer ici le variable cost per output. Un output sur variable cost, c'est combien? Donc, d'abord, pour faire sa question, on va identifier qui nous donne variable cost. Donc, nous connaissons que raw materials, bien sûr, c'est un variable cost qui fait parce que si je peux produire plus, je peux besoin plus de raw materials. Packaging, bien sûr, c'est un variable cost, veut dire d'après le nombre d'outputs qui me produit, mon packaging cost aussi, il peut varier d'après le nombre d'outputs qui me produit et qui m'en pour pack. Insurance, ça c'est un indirect cost. Depreciation aussi pareil. Et rent aussi pareil. Donc ça, ce sont mes indirect costs. Right. Bon, fini identifier mon variable cost. Maintenant, moi, calculate my total variable cost. C'est-à-dire 1000 plus 800. Qui me fait 1800. Average variable cost, c'est moi pour prendre 1800 divisé par le nombre d'outputs par rapport à nos formules qui nous écrit là-haut. Donc, ça me fait quoi? 1,8 $ per output. Donc, mon variable cost per output, c'est 1,8 $. La réponse, effectivement, c'est B. Bon, voilà, on arrive à la fin de sa vidéo là. Moi, j'espère qu'il te comprend un petit peu quelques questions qui nous travaillent là. Pas oublier de réviser sur Demand and Supply. Vous êtes dans papier multiple choice, il y a plein de questions qui sont sur Demand and Supply. Et il y a beaucoup d'élèves qui, quand ils trouvent le diagramme, encore une fois, ils sont un petit peu paniqués. Bon, pas paniquer parce que c'est facile. Prends le temps bien, analyse le diagramme. D'abord, guette bien la question qui peut demander. Ok, et analyse le diagramme n'est pas difficile. Okay? Et pas paniquer aussi quand je trouve le diagramme parce que c'est une affaire simple. Je t'aime bien finir habitué avec le diagramme maintenant. Okay? Donc, je peux venir avec les autres potes de vidéos sur papier 1 que nous travaillons encore différentes questions et nous pouvons analyser les réponses et nous pouvons analyser aussi les questions et les topics. Nous pouvons faire un petit quick revision sur les différents topics là. Donc, si tout de même tu as toujours des questions qui t'ont envie de poser moi, donc pas oublier de poster sur Facebook. Ou bien aussi, tu es capable de subscribe à notre YouTube channel, I Teach Mauritius, que tu es capable de gagner une ancienne vidéo que tu me fais une explication sur un topic spécifique d'après ce que les autres camarades me posent nos questions là. Et me faire aussi une explication de certains topics, de certaines questions qui ont été sorties dans papier 2. Et ce n'est pas que quand papier 2 est fini, veut dire n'oublier un topic qui est sorti dans papier 2, non. Nous besoin toujours continuer à réviser parce que c'est papier 1. Et comment tu connais papier 1,
assez bulky parce qu'il y en a plein de questions et il y en a limited time pour faire ça. Donc, pratiquez bien et me souhaite bonne chance pour ta révision et aussi pour ton examen. Me trouve-toi très bientôt.